Bonjour, je suis aujourd'hui très heureux de retrouver deux de mes interlocuteurs que nous avions quittés l'an dernier, avant tous les événements qui se sont passés, mais que nous nous connaissions déjà depuis longtemps sur Télésud, c'est-à-dire Michel Cotta, éditorialiste, que vous connaissez, et Jean-Louis Bourlange, le député MoDem, également bien connu des téléspectateurs de Télésud. Alors c'est vrai, nous ne nous sommes pas vus depuis quelques mois, en raison de divers événements, notamment liés au déménagement de Télésud dans ses locaux, mais on a aussi l'impression que nous sommes dans un monde un peu différent de ce que nous avions vécu quand on s'est quittés, et on ne pensait pas du tout que tout ça arriverait. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, d'abord Michel Cotta, par rapport à ce qui se passe en politique et après le Covid? Vous savez, on disait, dès que Emmanuel Macron a été élu, on a dit on est dans un autre monde, c'est un autre monde, et les vieux c'est fini, les vieux acteurs politiques, tout ça est relégué. Et puis au fond, c'était pas tellement vrai. Et moi, il me semble que cet arrêt brutal de la vie pendant ces 2 mois a réellement fait qu'on a l'impression, c'est complètement absurde peut-être, mais d'entrer dans quelque chose de nouveau en se disant que ce pauvre Emmanuel Macron, franchement, ce quinquennat, est quand même, il aura tout eu depuis l'incendie de Notre-Dame, qu'on n'imaginait pas, jusqu'à une pandémie qui n'avait pas eu lieu depuis un siècle. Alors évidemment, on ne sait pas comment on reprend les morceaux. C'était très bien de s'arrêter 2 mois, mais alors qu'est-ce qui se passe après? Il y a des milliards un peu partout. On les repayera, on ne les payera pas, on nous en fera grâce. Comment on s'en sort? On voit en plus que au moment où tout le monde aurait besoin quand même de se mettre un peu d'accord pour savoir où on va et comment on va et comment on y va, on voit que, encore une fois, les enseignants ne sont pas là, les gens se disent travailler plus, vraiment. Pourquoi tous les syndicats, y compris la CFDT, demandent à travailler moins, alors qu'on se dit pour rattraper tout ça, quand même, si on travaillait plus, ce serait pas plus mal. Bref, moi je me sens tout à fait décalée par rapport à l'univers que je vois en ce moment, y compris dans l'univers urbain dont on reparlera. Et vous, Jean-Louis? Oui, moi je crois que le macronisme, on pouvait l'interpréter de 2 manières quand il s'est manifesté au premier plan, c'est-à-dire en 2017, soit comme un nouveau cycle, soit comme un nouveau monde. Le nouveau cycle, c'était... on avait été globalement pendant 20 ans, même 30 ans, toute la période Giscard, Mitterrand, Balladur, on avait été libéraux, sociaux européens. Puis on a eu, après la chute de l'Union soviétique, on a eu une espèce de brusque tombée dans quelque chose d'assez populiste, assez identitariste, avec les montées de l'extrême droite, etc., un reflux de l'idée européenne, tout un tas de choses. Et on pouvait espérer, on pouvait penser que l'arrivée de Macron renouait avec le cycle ancien, parce que les gens qui arrivaient au pouvoir étaient des gens qui, notamment lui, qui voulaient reprendre la construction européenne là où Mitterrand et Balladur l'avaient laissé en 1995, voulaient également réaffirmer les valeurs démocratiques fondamentales, libéralisme, etc., et voulaient renouer le pacte social. Et c'était quelque chose de bien. Et puis, il y avait en même temps un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est ça qui s'est imposé ces derniers temps. Je crois qu'il y a eu la pandémie. Avant, il y avait eu cette grève bizarre de la SNCF, et avant, il y a eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un traumatisme absolument fondamental, parce que c'est une lutte sociale, un phénomène de révolte sociale de très très grande ampleur, et comme dirait le général de Gaulle, hors de toutes les séries. On n'avait jamais vu ça avant. Et le nouveau monde, c'est quelque chose de très étrange. C'est d'abord l'irruption des 2 grands thèmes fondamentaux que les gens de ma génération, les baby-boomers, si vous voulez, n'ont pas traités, c'est-à-dire l'immigration, on n'a pas bien traité ça, et l'écologie. C'est les 2 grands thèmes qui s'imposent. C'est une sorte d'amnésie par rapport au passé et une rupture. On est dans ce qu'Hannah Arendt appelle un présent coupé de l'avenir, coupé du passé, un présent qui écrase tout, l'émotion par rapport à la raison, tout un ensemble de choses, une absence de référence, des modes de fonctionnement politique avec les réseaux, etc., qui d'ailleurs décuplent
le ressentiment, la haine. Il y a des choses très positives, mais en même temps, on voit bien que l'agressivité qui se dégage de tout ça est sans commune mesure. Donc on est dans un monde complètement privé de boussole, privé d'orientation, et c'est comme ça que nous sortons, un peu comme Adam et Ève, nous sommes Adam et Ève, ma chère Michel, que nous sortons du paradis. Je ne sais pas si nous sommes nus, mais forcément vous, mais c'est moi qui l'ai croqué, et nous sortons comme ça dans cet univers qui est un univers très profondément insolite, et on voit bien que nos dirigeants eux-mêmes, le président en particulier, est très sensible à l'idée que nous sommes dans un monde différent, mais qu'il ne sait pas très bien par quel côté il faut prendre la chose. Oui, si vous voulez, on a l'impression, pardon, pour continuer, on a l'impression qu'au fond, quand Macron a été élu, c'était le triomphe d'une certaine vision, d'une certaine Europe, de la modernisation de la France, des réformes à faire qui s'imposaient. Tout le monde sait qu'elles s'imposent et que moins on les fait, plus on dépérit. Et puis, aujourd'hui, et puis on savait aussi que c'était la dette, réduire la dette, le Maastricht, 3%. Et c'est le contraire. Et d'un seul coup, ces gens, je mets d'ailleurs Édouard Philippe parmi eux, qui ont été élus en quelque sorte pour réformer la France, réduire la dette et approfondir l'Europe, sont devant une situation complètement inédite, qu'ils ont naturellement provoquée, mais qui est le contraire de ce qu'on attendait d'eux. Alors, ils se sont adaptés, c'est très bien de s'adapter, ils ont eu raison de s'adapter. C'est pas du tout ce que je trouve que toutes les mesures sociales qui ont été faites au moment justement du confinement étaient vraiment, non seulement s'imposer, mais sont parmi les meilleures qui ont été prises dans le monde tout de même. C'est passé inaperçu, parce que ce qui est bien passe toujours inaperçu, tandis que ce qui va mal est à la une. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Voilà, exactement. Bon, mais donc, en plus, ça s'ajoute au sentiment quand même de flottement général, enfin, en tout cas, de flottement qui est le mien. Voilà. Qui montre la baisse de popularité du président, la hausse du Premier ministre. Il n'y a pas tellement de baisse de popularité. Il n'a pas tellement baissé. Il a toujours été autour de 35, il est monté autour de 40, il est maintenant au-dessus. Ce n'est pas la baisse de popularité, mais c'est aussi le fait que la France est le seul pays. En Espagne, où il y a eu beaucoup plus de morts, où les EHPAD, ça s'est encore passé beaucoup plus mal, le Premier ministre est crédité de 90%. Même chose pour Conte, où on ne peut pas dire qu'en Italie... et pourquoi en France C'est parce que, alors, est-ce que les Français sentent une défiance vis-à-vis du président, de sa façon de gouverner Vis-à-vis de la politique, oui, mais vis-à-vis du président aussi. Pourquoi l'idée d'un remaniement ministériel est-elle dans l'air? C'est simplement pour faire quelque chose, s'agiter, faire semblant de gouverner? Non. Oui, je crois d'abord que la défiance à l'égard des hommes politiques et des femmes politiques, ou de la classe politique en général, est extraordinairement forte. Les Français, et pas seulement les Français, quand on voit le baromètre européen, c'est à peu près la même chose dans beaucoup d'États. Michel a raison, ce qu'il y a de particulier en France, c'est la fixation hostile, c'est notre vieille tradition Alain, le citoyen contre les pouvoirs. Ça, c'est un vieux truc. La France est le pays des pieds nickelés, des râleurs professionnels, des choses. Ça, c'est toujours comme ça. Aussi, oui, l'anarcho-syndicalisme, qui est un refus de la politique. Hein. Quelle est la différence entre le Parti socialiste français? C'est qu'il naît d'une espèce de séparation en 1905 avec le mouvement social, alors que la social-démocratie allemande ou anglaise, elle enracine la politique dans le mouvement social. Non, nous, les mouvements sociaux, le mouvement anarcho-syndicaliste, avec des gens formidables, hein, Pelloutier, enfin, il y a vraiment de très grands esprits qui sont à l'origine dans le mouvement anarcho-syndicaliste, mais lorsqu'il est caractérisé, c'est dire, ah non, la politique, ça on ne touche pas, hein, c'est abominable. Bon. Et bien mais c'est bien plus fort maintenant, c'est bien plus puissant, parce qu'il y a un sentiment général d'impuissance
des hommes et des femmes politiques, et ce n'est pas la pandémie. Moi, j'ai fait preuve de beaucoup d'indulgence à l'égard des dirigeants, notamment du Premier ministre, qui ont fait face à cette situation totalement inédite, écrasante par ses conséquences, avec beaucoup de sang-froid. Bien sûr qu'il y a eu des tas d'erreurs de fait, comment en serait-il autrement? Mais malgré tout, c'est une révélation d'une très grande impuissance publique. La puissance publique, elle s'est retrouvée confrontée à un truc où on a été obligé d'arrêter complètement l'économie, de mettre tout le monde au chômage, même si on les a indemnisés, face à une situation qu'on ne pouvait pas maîtriser. Alors ça s'est ajouté à tout un tas de choses précédemment, le sentiment d'une certaine marginalisation de l'Europe par rapport à un monde émergent, notamment symbolisé par la Chine qui devient de plus en plus puissant, l'hostilité de Trump qui nous gêne. Enfin, c'était quand même nos alliés, les Américains, et ce ne sont pas nos amis actuellement. Donc on a un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, un sentiment de menace. On sent bien qu'on n'est pas tout à fait au point technologiquement. Donc tout cela se mue en une profonde défiance à l'égard des hommes politiques. Et là, on est quand même à quelques jours des municipales. La République En Marche, ça part un peu dans tous les sens. La République En Marche n'avait pas de sortant, par définition, puisqu'elle était née. Donc, elle n'était pas... on n'attendait pas d'elle qu'il y ait d'un seul coup une éclosion de nouveaux maires face aux maires sortants. On voit bien, au contraire, que tout ça a plutôt renforcé les maires sortants. Et on le verra au deuxième tour des municipales, et il est vrai que les maires ont fait front, qu'ils ont assez bien géré cette crise, et qu'on a fait appel à eux, que le gouvernement a fait appel à eux quand même pour surveiller qu'il ne se passe pas trop de mouvements hérétiques dans le comportement des uns et des autres. Bon, donc, ce n'est pas tellement les élections municipales, le résultat des élections municipales, mais c'est qu'il faut bien voir que quand même, mais peut-être Jean-Luc Bourlange me démentira, le plus grand nombre d'alliances faites par La République En Marche l'ont été vers la droite. Alors, bien sûr, au milieu de ça, on a exclu Gérard Collomb, on ne sait pas très bien pourquoi, parce que finalement, il a fait ce que tant d'autres ont fait. Donc, moi, je ne sais pas ce que cette alliance majoritairement à droite va entraîner sur la majorité. Mais ça, je suppose que Jean-Luc Bourlange le sait mieux que moi, puisqu'il en fait partie. Est-ce que ça va créer des groupes plutôt à gauche? Est-ce que ça va recréer plutôt des groupes à droite? Est-ce que la notion de ni gauche ni droite demeurera? Je trouve que c'est quand même... Ce sera la leçon des municipales. Moi, je pense que la République En Marche, a géré cette affaire extrêmement maladroitement depuis le début. Ils sont sortis des européennes, je ne leur en veux pas, hein, ils sont un peu nouveaux dans le métier, etc. Mais ils sont sortis des européennes avec l'idée qu'ils allaient tout casser, qu'ils allaient s'emparer des municipalités parce qu'ils avaient fait un bon score. Oui. Nous, au Modem, Bayrou, moi, tout le monde, on leur a dit « oulala, calmos, ça ne va pas se passer comme ça. Les municipales, ce ne sont pas des élections européennes. » J'ai rappelé que, par exemple, dès le printemps 59, le général de Gaulle avait perdu les élections municipales. Alors il venait d'arriver, c'était le trio, parce que les Français savent très bien ce que c'est que des élections municipales et savent très bien faire la différence avec une élection présidentielle et avec une élection européenne. Donc ils se sont... Bon, alors à ce moment-là, l'idée que nous avons notamment développée au Modem, c'est qu'il fallait utiliser ces élections pour essayer d'organiser une réconciliation entre ce qu'on appelle, parce qu'on était au lendemain des Gilets jaunes, la France des territoires avec la majorité présidentielle. Donc faire des accords avec des sortants, et Michel a raison de le rappeler, plutôt des sortants au centre droit, des sortants LR, parce que ça correspondait quand même aux grandes options gouvernementales qui étaient les nôtres et à l'électorat tel qu'il se... Et puis parce que la gauche, de toute façon, refusait toute alliance. Oui, absolument. Et donc, alors, ils ont fait ça. Alors, ça leur pose des tas de problèmes parce qu'il y a tout un ensemble de gens, de personnalités à la REM qui ne sont pas du tout sur cette ligne, qui sont les héritiers de Strauss-Kahn, etc., et qui n'acceptent pas, qui veulent faire, qui étaient beaucoup plus proches, par exemple, d'Hidalgo que de LR. Je ne parle même pas de Dati, qui est évidemment une personnalité qui n'appelle pas le consensus, qui a une grande qualité, un grand talent, mais qui n'appelle pas le consensus. Mais
ils sont donc tournés. Moi, je vois chez moi à Châtillon, ils avaient envie, une bonne partie de la REM avait envie de faire un accord socialiste rouge-vert. C'était un peu ça. Donc on a, historiquement, je crois que l'avenir de Macron, c'est quand même de s'ancrer au centre droit, au bout du compte, à la constitution de l'UDF, quelque part, avec une alliance à droite, en essayant de la dominer, en essayant de faire qu'elle soit libérale, européenne et sociale, et pas nationale et populiste. Bon, ça c'est vrai, on essaie de la dominer. Mais on va donc avoir là, comme ils n'ont pas du tout choisi ça, ils vont avoir 10 000 élus, ils s'en réjouissent, sur 500 000. Donc, c'est quand même un score modeste. Et je pense que, comme ils n'ont pas collé au sortant, le risque, c'est qu'on ait, même le risque, et la réalité, je ne sais pas si c'est un risque, mais c'est qu'on ait une France municipale qui soit à l'intersection de deux choses: la prime au sortant, comme l'a rappelé Michel, et puis cette espèce d'émergence verte-rose. Les socialistes n'existent plus, mais pas en vert, ça peut fonctionner. D'ailleurs, Madame Hidalgo a géré ça de façon assez habile à Paris, et je crois elle sera minoritaire par rapport à la somme des deux autres listes, ou les trois autres listes qui lui sont opposées, mais elle sera sans doute victorieuse en siège. Donc on a, et ça c'est partout pareil. Regardez Paris, Lyon, Marseille. À Lyon, c'est très très incertain pour la droite et la REM. À Marseille également, on a des formules qui apparaissent, qui sont des formules qui, alors là, sont extrêmement inquiétantes pour Macron. Moi, je pense que le danger pour Macron est beaucoup moins Madame Le Pen, bien qu'elle soit encore une candidate très redoutable, que M. Jadot. Parce que la différence entre Madame Le Pen et M. Jadot, c'est que M. Jadot est vendable. C'est-à-dire qu'il ne suscite pas de réaction de caractère religieux, enfin, de satanisation, de diabolisation, comme le suscite encore, et non sans raison, le Front National. Donc on aurait, si on a au présidentiel une situation dans laquelle il y a un pas trop mauvais candidat LR, que ce soit Mme Pécresse, M. Baroin, M. Bertrand, j'en sais rien, et qui prennent des voix à Macron, on pourrait avoir une situation très particulière où le premier serait Mme Le Pen, par exemple, le second, M. Jadot, tout le monde à la trappe, et au deuxième tour, Jadot-Le Pen, Jadot. Enfin, c'est un scénario, hein, ça n'est absolument pas prédictif. Mais... Ce qui me fascine quand même, dans cette histoire de pandémie, je rebondis sur ce que vous dites sur l'écologie. Je ne vois pas, quand même, je voudrais qu'on m'explique, je ne suis pas anti-écologique, mais je voudrais qu'on m'explique en quoi la lutte contre un virus mondial passe par le fait de planter des arbres ou de planter davantage d'arbres un peu partout. C'est-à-dire que le lien fait à... Il y a une pandémie et il faut être plus écologiste. Moi, je ne le sens pas. Il n'y a aucun lien rationnel. Non, mais Michel, le lien irrationnel. Le lien, c'est la nature, c'est la vengeance de la nature. Voilà, alors, on a insulté la nature, voilà. La nature se venge. Dieu nous punit. Point final, oui. Dieu nous punit. Voilà, Dieu ou la voilà. nature. C'est ça. Dieu nature. Ou les animaux ont eu raison des hommes, les animaux ont eu raison de la civilisation, et alors du coup... Le pangolin nous a attaqué. Et donc il faut dompter les pangolins. C'est la femme Descartes. Descartes disait, nous devons être maîtres et possesseurs de la nature, et bien la nature est maîtresse et possesseur. Ce que je veux dire, dans ce sentiment irrationnel que je vois, que j'analyse, que je vois bien, il y a effectivement, dans une gauche en décomposition, avec Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu d'ailleurs jouer le rôle d'un leader essentiel, mais qui a choisi de se marginaliser, un parti socialiste qui n'existe plus et qui renie la social-démocratie. On a un candidat assez présent, qui est une assez belle allure de candidat, ça compte aussi ça, oui. Qui, lui, fait l'unanimité de la gauche, en gros.
Alors, Au passage à nous. Oui, qui fait l'unanimité de la gauche. Il n'y a pas de gens de gauche qui se déchaînent contre lui. Même s'il dit « je ne suis pas socialiste il domine la situation à gauche. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, c'était attendu même, parce qu'il fallait bien que quelqu'un, à un moment donné, réunisse ou tente de réunir un peu la gauche. Donc, effectivement, encore une fois, on le voit à Marseille, où la candidate écolo remplacera sans doute, ou a toutes les chances de remplacer Jean-Claude Gaudin, et on le voit encore à Lyon, où quand même, si l'alliance entre Gérard Collomb a été faite avec quelqu'un, avec un républicain, c'est bien pour éviter que les Verts arrivent, que les Verts et la gauche arrivent au pouvoir. C'est une reconstitution de la vie politique, en effet. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière à ce qu'on disait tout à l'heure. Les manifestations ont repris immédiatement après la fin du confinement, pour toutes sortes de raisons, ça manifestait beaucoup. Est-ce que dans ces conditions, un remaniement ministériel, dont on parle beaucoup, est justifié? Et deuxièmement, est-ce qu'un remaniement ministériel est possible? Avec qui et comment? Est-ce que vous me permettez d'être sévère à votre égard? Vous n'avez pas le droit, cher Bernard, de parler de remaniement s'agissant d'un changement de Premier ministre. Un remaniement, c'est réservé à des changements de ministres. Exactement. Le changement de Premier ministre, c'est un changement de gouvernement. Changement de gouvernement. D'abord, votre erreur est tout à fait explicable et pardonnable, parce qu'effectivement, depuis pas mal de temps, le Premier ministre n'est plus considéré comme le vrai chef du gouvernement, mais selon le mot de Sarkozy, comme un collaborateur du président de la République. Donc, mais effectivement, alors sur le fond, après cette remarque de prof de français que je n'ai jamais cessé d'être, oui, je dirais que c'est très intéressant parce que pourquoi devrait-on changer Philippe? Il a réussi. Il a tenu le coup. Je ne dis pas qu'il ait réussi, c'est pas le mot. Il a tenu le choc, un peu comme Pompidou en 68, quand ça a été très mal, et ce qui vient de se passer, et ce qui se passe encore, est terrible comme défi. Hein. C'est comparable à mai 68, toute autre nature, mais c'est un défi énorme. Il a tenu le coup, il a compris les Français, il était près des Français, il a commis des erreurs, notamment il s'est par exemple arc-bouté sur la question de faire les élections municipales au premier tour, ce qui était une erreur, mais tout le monde fait des erreurs face à un monstre aussi inconnu, aussi imprévisible, aussi immaîtrisable que la Covid, on fait des erreurs. Donc il a fait preuve de sang-froid, d'humanité, de responsabilité, et pourtant on parle de son départ. C'est mystérieux ça, sans doute parce que le président de la République ne sent pas en lui l'homme qui voudrait faire, qui fera les changements dont le président se sent porteur et responsable, mais que sans doute il a du mal lui-même à formuler en termes clairs. Donc c'est ça qui me paraît caractériser la situation actuelle. C'est un Premier ministre qui n'a nullement démérité, un président qui sent qu'il faut faire autre chose, mais il se demande bien quoi. Voilà, et puis il y a une nouvelle phase. Il veut manifestement, dans les mois qui lui restent, ouvrir une nouvelle phase vers les élections. Or, comment en France faire une nouvelle phase politique? Il n'y a pas tellement de façons. On dissout l'Assemblée nationale, mais là je ne vois pas quel intérêt il y aurait, et ce serait même catastrophique, ou il change de Premier ministre, ce qui va être sans doute dans sa tête en tout cas. Mais je ne vois pas ce qu'il y gagnerait. Se débarrasser d'un Premier ministre très populaire. On l'a vu avec Jacques Chaban-Delmas, on l'a vu avec Michel Rocard. La fin de Michel Rocard a entraîné quand même la chute. On l'a vu avec Georges Pompidou. On l'a vu avec Georges Pompidou. Donc c'est difficile de se débarrasser d'un Premier ministre, surtout à ce niveau de popularité. Mais en plus, on parle de Jean-Yves Le Drian dans le désir évidemment d'ouvrir vers la gauche, mais c'est une ouverture qui me paraît un peu banale. C'est quand même l'homme de gauche qui a vendu le plus de Rafale. Voilà. Ou alors, si c'est pour avoir un Premier ministre du centre droit, qui est meilleur qu'Édouard Philippe? Restent évidemment les deux personnes dont on parlerait,
si elle n'était pas attachée quelque part par un boulet, s'il n'y avait pas un boulet, c'est Richard Ferrand, et François Bayrou. Alors que les boulets sont complètement factices de part et d'autre, mais ce sont deux personnes qui sont empêchées. Factices. Voilà, qui sont empêchées pour des raisons autres. Donc, qui, si c'est pour mettre Bruno Le Maire à la place ou de Michel Édouard Barnier, Philippe, c'est Le Maire et Michel Barnier, que c'est ça les noms qui sortent actuellement. Ce sont effectivement des gens qui occupent le même créneau, avec des personnalités différentes dans les deux cas, mais le même créneau de centre droit que celui de avec pour Barnier l'auréole du Brexit, dont on ne sait pas d'ailleurs comment il se finira. Non, Barnier a quand même cet avantage qu'il est quand même très ouvert sur les questions écologiques depuis toujours. Barnier serait assez bien, il a bien le profil, assez proche d'ailleurs de François Bayrou comme profil. Bayrou est victime de façon incroyable, parce qu'il n'est pas directement en cause dans cette affaire, du fait que la justice... Que la justice est d'une lenteur absolument invraisemblable. C'est vraiment le premier des droits de l'homme, c'est de se faire entendre son droit, de pouvoir entendre son droit. Je vous remercie. Nous allons nous retrouver prochainement. Nous avons beaucoup de sujets, nous allons parler de beaucoup de choses, et nous allons donc pouvoir nous retrouver avec suffisamment de questions à étudier. Merci beaucoup et à la prochaine édition de cette émission.